Merci d'être sur la télévision. Labari pour le journal de ce jour, lundi 18 juillet 2022. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Début ce matin des épreuves écrites du baccalauréat session 2022 sur l'ensemble du territoire national. La cérémonie de lancement officiel s'est déroulée ici à Niamey au lycée Issa Korombe sous la présidence du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Il y avait également à ses côtés le ministre en charge de l'éducation et celui de la formation professionnelle et technique, le gouverneur de la région de Niamey et le président du conseil de ville de Niamey. L'enveloppe a été ouverte en présence donc de tous ces témoins dans la salle numéro 1 de ce centre. Précision avec Hamza Sakou et Sadoumi. L'ouverture de cette enveloppe scellée marque un important événement dans la vie de ces scolaires. Il s'agit du début des épreuves écrites du baccalauréat 2022 pour les candidats au nombre de 86 330 répartis dans 202 centres de par le pays. Un lancement officiel qu'effectue ainsi le ministre de l'Enseignement supérieur. Nous avons distribué les premières épreuves et nous avons rappelé aux jeunes candidats que leur avenir est d'abord entre leurs mains. Qu'il faut d'abord se faire confiance en soi-même, il faut rester serein et croire qu'avec la préparation faite, avec le programme exécuté, avec l'assiduité, tout est possible. Chacun peut réussir par la grâce de Dieu, puisque Dieu a créé les conditions pour que chacun suive le programme durant toute l'année. Dieu a créé les conditions pour que chacun puisse vivre ce jour en salle. Donc Dieu a donné l'opportunité à chacun de faire valoir ses aptitudes pour obtenir son diplôme, pour réussir son examen. Nous souhaitons bonne chance aux candidats. Nous prions Dieu qu'il nous permette d'achever toutes les épreuves en paix, la quiétude, et nous souhaitons que pour une fois, le Niger sorte des misérables 35% dont nous satisfaisons chaque année. Impliquée dans l'organisation de ces examens, la haute autorité pour la lutte contre la corruption et les infractions assimilées se mobilise pour la réussite de ces examens. Au vu de l'ampleur de la fraude, la Halcia a mis en place des équipes de supervision dans tous les chefs-lieux de région et dans certains départements. La présence de la Halcia au lancement des épreuves du bac réaffirme sa détermination à promouvoir le principe de responsabilité et à mettre fin aux pratiques frauduleuses. Mettre fin à la fraude sous toutes ses formes. Dans le domaine des examens au concours, c'est notamment la fraude et la tricherie. Les sanctions sont là. Tous les cas qu'on aura à déceler, ils seront traités comme il se doit, conformément à la loi. C'est avec l'épreuve de français qu'ont débuté ces examens du baccalauréat session 2022 qui vont durer 4 jours. Bonne chance alors aux candidats. Merci Hamza Assakou. Les populations de plusieurs régions du Niger ont les pieds dans l'eau ces dernières 48 heures. En effet, de très fortes précipitations enregistrées ont causé assez de dégâts matériels et même des pertes en vie humaine. Le centre opérationnel de veille d'alerte et de conduite de crise appelle la population nigérienne à plus de vigilance car les services de la météorologie annoncent encore de fortes précipitations. Les prévisions météorologiques l'ont annoncé. Il va pleuvoir abondamment cette année au Niger avec des risques d'inondation dans plusieurs régions du Niger, notamment Difa, Zander, Maradi, Tawa ou encore Dosso. Dans un communiqué en date du 16 juillet 2022, le centre opérationnel de veille, d'alerte et de conduite de crise a attiré l'attention des populations nigériennes sur ces risques d'inondation.
Selon ce centre, depuis le vendredi 15 juillet 2022, on a assisté à des développements très rapides de plusieurs systèmes pluvieux orageux sur le Niger, touchant les régions du fleuve, le Maradi, les Anders et le Manga. Des foyers pouvant occasionner de fortes précipitations. Eh bien, des fortes précipitations à hauteur de plus de 150 mm ont été enregistrées qui ont engendré malheureusement d'énormes dégâts un peu partout au Niger. Ainsi, indique le Centre opérationnel de veille d'alerte et de conduite des crises, les fortes précipitations enregistrées à partir du vendredi 15 juillet 2022 ont détruit ou fragilisé un nombre important d'infrastructures, notamment des habitations et des routes dans les régions de Zander, de Difa, de Maradi et de Tawa. Selon ce centre de veille, des pertes en vie humaine ont été aussi enregistrées. Déjà, on parle de 8 morts causés par ces intempéries. Selon les statistiques de la Direction générale de la protection civile, qui poursuit d'ailleurs l'évaluation des pertes et des dégâts dus aux inondations, mais d'ores et déjà, les services compétents ont recensé environ 441 maisons effondrées dans 17 communes du Niger, affectant 8533 personnes sinistrées. Aussi, selon les services météorologiques, d'autres fortes précipitations sont attendues dans les prochains jours sur toute l'étendue du territoire national. De ce fait, poursuit le centre de veille, certaines de ces infrastructures peuvent s'effondrer à tout moment. Afin de prévenir des pertes en vie humaine, le centre opérationnel de veille, d'alerte et de conduite des crises invite la population à plus de vigilance et au respect de certaines consignes. Notamment, il faut éviter de passer la nuit dans de telles habitations, éviter de traverser des coris en crue, quitter les zones potentiellement inondables, éviter d'obstruer le passage des eaux de ruissellement, rouler à vitesse modérée et éviter de prendre des risques inutiles lors des déplacements ou de voyages sous des pluies. Autre aspect de cette édition, le torchon brûle entre le syndicat national des agents des impôts SNAI et leur centrale syndicale, la Confédération démocratique des travailleurs du Niger, CDTN, et c'est après le congrès avorté du SNAI à Tawa. Le bureau sortant de cette structure syndicale accuse la CDTN et la Direction générale des impôts d'immixtion dans les affaires syndicales à des fins divisionnistes, selon le secrétaire général du SNAI, Moussa Oumarou. En réalité, il s'agissait de quoi? Nous sommes partis sur la base des textes qui nous ont créés. On est parti, l'article 19 du règlement intérieur dit que toutes les candidatures doivent être déposées un mois avant le congrès. Et à la date du congrès, aucune candidature n'a été enregistrée au niveau de la CECAF, la Commission de contrôle administratif et financier du BEN, du SNAI. Donc à cet effet, nous avons demandé à ce qu'il y ait consensus. Effectivement, quand on ne pouvait pas respecter le texte, parce que toute candidature à ce temps-là déposée sera rejetée. Donc nous avons dit qu'il faut un consensus, parce qu'aucun membre, aucun candidat n'a déposé son dossier de candidature. Donc à cet effet, nous avons essayé de faire le consensus. Et malgré tout, nous avons compris que la CDTN était derrière. Je ne sais pas, c'est à ma personne qui l'en veulent, parce que tout simplement, je dis la vérité, partout où ça se doit. Et aujourd'hui, la CDTN, qui est notre centrale mère, ne doit pas s'y mixer dans les élections. Ils doivent laisser les syndicats affiliés choisir librement leurs membres. Donc, ils se sont ingérés jusqu'à demander mon départ. Est-ce que c'est eux qui demandent mon départ? On dit que j'ai fait 20 ans sur le trône, comme ils ont l'habitude de le dire. Mais effectivement, ils n'ont qu'à demander à la DGI. Qui a jamais entendu avant le congrès, moi, me prononcer par rapport à ma candidature? C'est toujours des gens qui soutiennent ma candidature et qu'on va là-bas, ils proposent ma candidature. Donc je n'ai pas choisi d'être syndicaliste toute ma carrière. Si j'ai fait le syndicalisme, c'est pour le bonheur des agents des impôts. Et tout le monde le sait. Tout le monde le sait ce que j'ai fait autour de ce syndicat-là. Donc comment nous ont demandé de créer un syndicat? J'ai dit non, moi je ne crée pas de syndicat. Mais toujours est-il que quand tu as la base derrière toi, tu n'as pas crainte de quelque chose. Le congrès de Maradi, c'est le 28, 29 et 30 septembre 2022. Donc ça veut dire que tout le monde aura le temps de déposer sa candidature et immanquablement il sortira un bureau, un nouveau bureau. Et je voudrais parler de quelque chose de très important que les gens négligent. Nous avons une administration qui est une administration vraiment pourvoyeuse de fonds de l'État.
Si aujourd'hui il y a un malaise au sein de la DGI, au sein du SNAI, ça veut dire qu'il y a un malaise au sein de la DGI. Et ça, c'est ce que nous ne voulons pas. Nous avons la preuve contre notre direction générale parce que tout simplement, ils ont écrit, les enfants ont écrit pour demander de l'appui financier. Ils ne sont pas une structure. On les appuie pour organiser un congrès. Et d'ailleurs, nous, les sections qui sont avec nous, ont protesté. Ils ont dit qu'ils ne sont pas d'accord avec ce qui est en train de se passer. Et aujourd'hui, il a écrit de bureau en bureau, il a dit pour participation dans la salle. Qui était présent? C'est le directeur central. Mais je ne les en veux pas. Je ne les en veux pas parce que c'est en fait les ordres qui ont été donnés, mais constater qu'il n'y a pas d'éléments, des militants, les vrais militants du SNAI ne sont pas dedans. Ce qui fait que nous continuons à attaquer devant les tribunaux leur congrès jusqu'à ce que vérité soit dite. Le congrès qui s'est passé est illégal et illégitime. Pourquoi? Dans la mesure où l'article 12 des statuts dit que le congrès est convoqué par le bureau exécutif national, ou à la demande de 3/4. Les 3/4, ça fait 6 sections sur 8. Ou à la demande de 3/4. Ils n'ont pas fait cette procédure de demande. Parce que quand ils vont demander au BEN, c'est au BEN de convoquer. Maintenant, s'ils ne convoquent pas, ils convoquent. Mais ils ont outrepassé les textes. Ils ont voulu faire un passage en force. Ils veulent montrer qu'ils ont la force. Mais nous avons les militants. Ce que nous allons leur dire, tout simplement, la justice va nous débattre. Dans le cadre de l'organisation de la journée internationale des détenus et des journées Nelson Mandela, l'ONG Reprodev a organisé plusieurs activités dont un concours de lecture et un match de football à l'intention des détenus de la maison d'arrêt de Niamey. C'était en présence de plusieurs invités dont le gouverneur de la région de Niamey et le secrétaire général du ministère de la Justice. Précision avec Ibrahim Aboubakar et Sadou Doumi. Humanisation des maisons d'arrêt et lieux de détention vers la reconstruction de la vie à travers la lecture en milieu carcéral. Tel est le thème à travers lequel l'ONG Reprodev, en collaboration avec certaines organisations, a marqué la journée internationale des détenus homologuée journée Nelson Mandela. Cette initiative portée par le Reprodev à travers un concours de lecture et ces matchs de football vise à offrir un certain réconfort à l'endroit des détenus. À l'occasion de la célébration de la journée internationale Nelson Mandela, dédiée aux détenus pour marquer notre modeste contribution aux efforts inlassables des autorités du Niger dans la dynamique à aller vers l'humanisation des maisons d'arrêt. Permettez-moi de rappeler que l'ONG Reprodev Niger est membre de la coalition mondiale contre la peine de mort. Elle n'est pas à son premier actif dans les maisons d'arrêt. En 2018, l'ONG Reprodev a organisé une séance de formation des surveillants de la maison d'arrêt de Niamey sur la lutte contre les stupéfiants en milieu carcéral, sur la demande du célèbre régisseur de la maison d'arrêt de Niamey. Reprodev Niger, dans ses actions salvatrices, mène toujours des actions en faveur de l'humanisation des maisons d'arrêt et des détenus. S'en réjouissant du choix porté sur la maison d'arrêt de Niamey pour marquer cette journée, le régisseur n'a pas manqué de faire une présentation de la maison tout en précisant certaines réformes. À titre de rappel, le premier quartier de la maison d'arrêt de Niamey est construit en 1947 pour une capacité d'accueil de 350 places. Avec l'évolution du temps et le poids démographique, et pour tenir compte de la nécessité de mieux protéger les droits des détenus, 2 annexes ont vu le jour. Un quartier des mineurs construit en 1998 sur financement de l'UNICEF pour une capacité de 60 places. Ensuite, le quartier des femmes construit en 2007 sur financement de la coopération canadienne pour une capacité de 45 places. Ces 3 quartiers de la maison d'arrêt de Niamey qui totalisent une capacité de 455 places comptent à ce jour un effectif global de 1876 détenus, dont 71 femmes, 1720 hommes, 79 mineurs garçons et enfin 6 mineurs filles. En cette journée du 18 juillet 2022, l'ONG Reprodev Niger nous a suscité l'enthousiasme d'organiser des initiatives sportives et culturelles au profit des détenus dans le cadre des activités prévues à cet effet. Placé sous le haut parrainage du président de la Commission nationale des droits humains empêchés, le rapporteur général de la dite institution n'a pas manqué de marquer leur intérêt pour l'objectif visé à travers cette activité. La célébration du 18 juillet, journée internationale dédiée à l'ancien président de l'Afrique du Sud, son Excellence Nelson Mandela, pour avoir passé
27 ans de sa vie derrière les barreaux pendant l'apartheid. Mais particulièrement pour, après être sorti, d'avoir consacré sa vie au développement et à la paix dans son pays. Prenant la parole à son tour, le secrétaire général du ministère de la Justice est lui revenu sur un certain nombre de réformes visant à décongestionner les maisons d'arrêt et offrir aux détenus des conditions acceptables avant de procéder à la remise des prix aux différents lauréats. Ainsi, pour saluer le monde honorable dont le ministre de la Justice a fait montre à chaque fois qu'il est approché, l'ONG Reprodev lui a décerné un témoignage de satisfaction. Du 13 au 17 juin 2022, le réseau de radio et télévision indépendante du Niger, RETIN, a organisé un atelier de sensibilisation sur la vulnérabilité sociale. C'est un atelier destiné aux journalistes des différents organes de presse. Le groupe de presse Labari a été représenté à cette session de formation par Nafissa Zakou. Au terme de la formation, les participants ont produit des dossiers, notamment sur la réinsertion sociale des femmes victimes et de la fistule obstétricale. C'est un sujet traité par notre participante Nafissa Zakou. C'est la partie magazine de cette édition. Très bonne réception. Koya mu tela, koya mu dara, kuma shirin hirige koya mu manayi. Wani koyan dimki haka kamar wani hiliji haka wani wanda muke yi duk yana kawo mana gaskiya alheri mai daɗi. Kuni ne dandanan da tela, ne dandanan da dara, ne dandanan da fula. Elles sont devenues autonomes financièrement car elles sont tailleurs, bijoutiers entre autres grâce à l'apprentissage offert par le Centre national de référence des fistules obstétricales et l'ONG DIMON. Ces femmes victimes de la fistule obstétricale ont appris au-delà de la maladie à se prendre en charge et s'insérer ainsi socialement après l'épreuve difficile qu'elles ont traversée. Hezangai kukune te jirbi hinze goga hezangai ambe kunyi kwane na hezangate kala te jirbi hinze bonno ikondi ayi walam ki kondi ayi walam ayi wo man babe hale haykal ko korban kangai di ay sindu gunde ine to ifo no ka hayo wo go dore bandi ne har mun doro nonte dinu koy ni sindi che han koy din te handi iddu nimye ka ikondi ni nyame kay koy ay te handi iddu ay ka nyame ay ka walam ni no tira ay bisu ko puduriye Chesu no dangaraji ida raji ne chesu goka ay ko pudri ay mandu inem ka hospital be dato handinka te ko hospital be redu kan ay du jont fure se mandu bani ay yeg koifu ay ka ay te go hinka an sare do ay mandu bani ay yeg koifu ay ka nguba no ikandira sonisi no dinu ma ay mandu bani igo ese ama wala alhamdulillah nir ko sabo. En effet, la fistule obstétricale est la constitution d'une communication anormale entre le vagin et la vessie, fistule vésico-vaginale, ou entre la vessie et le rectum, fistule vésico-rectale, ou encore entre le vagin et le rectum, fistule recto-vaginale, survenant à la suite d'une grossesse compliquée. Elle est un fléau qui touche généralement les jeunes filles mariées précocement, c'est-à-dire avant l'âge de 16 ans. Les causes de cette maladie sont multiples, dont un travail d'accouchement très long et difficile, des mariages précoces, des accouchements précoces, un non suivi de la grossesse ou des accouchements à domicile. Selon des statistiques, au Niger, à la date du 23 mai 2022, date de la célébration de la Journée internationale pour l'élimination de la fistule obstétricale, 15 000 femmes souffrent de cette maladie avec près de 750 nouveaux cas qui surviennent chaque année. La fistule génitale féminine, c'est toute patiente ou bien femme qui présente une connexion entre le système génital et le système urinaire et ou le système digestif bas.
Donc, et qui se manifeste par la perte par la voie génitale des urines ou des selles. Maintenant, le prolapsus, c'est la descente des organes génitaux féminins à travers la même chose, le système génital, et qui est très, très handicapante sur tout le plan. C'est-à-dire que parfois, ça sort, c'est dehors, ça se nécrose, ça donne des infections, et c'est extrêmement gênant pour la vie du couple. Les conséquences de cette maladie sont notamment sur le plan social, la stigmatisation, le rejet familial et par la société, ce qui conduit généralement à une dépression chez ces femmes. Malgré cette situation dans laquelle se trouvent ces femmes, d'autres femmes sont accompagnées durant leur maladie par leur époux, une façon de leur remonter le moral. Kandoro tu am e tununda janodi kadirka tambole inir bisendi irka torode inir bisendi irto santara kan irto santara igoya se santara e handu gua alano e go honkun newo e handu gua e to ya hare handu hinka e te non e gon nongo handu hinza wati kulkan e adudam e amu goro amu nga hal am te ban im goy ase hal am yan e ma sambu ku yanda sabahano kan e na hiji agu borteno kan e koy ka sam so kan doro kamo tilay haki ab kanete bo ba honkun o haki wodi bande deno e go ka yari handin ka so doro woke halde ago bahuna walla esun abande de jiri woyno irte nyeme wodi no irgute kalde hankan adu ban inda irmu koy fu. Ainsi, pour un retour de ces femmes victimes de la fistule à la vie normale, des actions sont menées par le Centre national de référence des fistules obstétricales créé depuis 2008 et certaines organisations comme ONG DUMOL dans la prise en charge. Cette dernière est gratuite et commence par la prévention via les consultations prénatales, la planification familiale ainsi que la sensibilisation intense de la population sur les mesures préventives. Au Niger en général, on travaille au sein d'un réseau qu'on appelle le réseau d'élimination de la fistule. Donc ce réseau a essentiellement 4 volets, c'est-à-dire que le volet prévention, c'est-à-dire que prévenir la survenue des nouveaux cas, comment on appelle ça, le volet traitement, ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire que chaque cas qui arrive doit avoir la meilleure prise en charge pour guérir et rentrer à la maison. Maintenant, le troisième volet, c'est la réinsertion sociale. Parce qu'on sait que ce sont des femmes, vu le type de leur maladie, que si vous perdez les urines ou les selles, évidemment, les gens vont essayer de vous éviter. Le quatrième volet du réseau d'élimination de la fistule, c'est le plaidoyer. C'est une maladie handicapante, mais aussi c'est une maladie qui, une fois qu'on est atteint, la personne a des difficultés à être au bon milieu de la société. C'est-à-dire elle est marginalisée. La manière dont nous menons notre accueil, c'est leur permettre d'avoir une ouverture sur d'abord les causes et conséquences de leur maladie. Deuxièmement, il faut qu'elles comprennent que cette maladie, elle est curable. Donc on leur donne l'espoir. On arrive aussi à leur faire comprendre d'où provient cette maladie, pour qu'elles puissent être des personnes formées, averties, pour mener à bien elles aussi l'activité quand elles seront guéries au niveau de leur communauté. À cela s'ajoute la prise en charge psychologique comprenant la réinsertion sociale de ces femmes. Ces femmes, une fois guéries, elles ont droit à des pécules. Nous avons plusieurs partenaires qui prennent en charge la réintégration sociale accompagnée. Une fois qu'elles identifient l'activité, je disais qu'il y a un fonds qui est alloué à ces femmes pour rentrer chez elles et mener l'activité choisie. Beaucoup d'entre elles préfèrent faire la couture. Au niveau du village, elles peuvent travailler et elles peuvent encadrer les autres.
Et c'est une activité qui est porteur pour les femmes, mais pour la communauté. La réintégration sociale accompagnée que nous faisons, c'est l'implication de la communauté dans la prise de décision de la fistule génitale. Il y a beaucoup de femmes qui souffrent de la fistule mais qui ne peuvent pas savoir où il faut aller. Et pour cela, nous disons qu'il faut faire beaucoup d'actions de prévention pour éviter la fistule. Grâce aux activités apprises au niveau des centres, beaucoup de femmes victimes de la fistule obstétricale arrivent à satisfaire leurs besoins quotidiens. wanga abin da muna tattara sai mu tai kuma mu komo haka na muna koma kenan mun yi amfani muna ci gaba da wanga tunda ba mu yi aikin karhi wanga shi dai na muna yi mu ci lokacin na ba mu yi aikin nan ba dole sai kudi muna tambaya mutane ko sabuli ne muna so mu sai mu yi tambaya amma yanzu tunda ya koya mu saniya kenan hannun mu ma muna saye sabulin mu muna saye abin da muke so kin kudin kenan kun yi amfani ko mun samu kudin mai ta juyawa dai ka samu dai kamar zuwa na mota an sake ka an ce wata kaza aka baka sai ka samu kudin mota ka samu ka tafi ka je ka dawo wala ne amfani zamguna kan wa pere wacin dugu go ga shin gudu dai ko fu so te la din dai no dai du noru ngune gite ay ko machine am so be gite han kai gaba dai du tela ay go dai no me mati kai gonde kliye kan ka tai do iru wado ka wino tareti hinkre no chim so de me ha wono go bonno nuru wallahi wal man de ne gide e me al mano de man da hayo manera de ti wodo hare fotojo. La fistule obstétricale peut donc être considérée comme une pathologie des femmes pauvres, ce qui aggrave aussi leur situation de vulnérabilité, car ces dernières, qui vivent souvent dans les zones rurales, n'ont pas du tout accès aux soins ni aux centres de santé. Par conséquent, elles ne peuvent pas bénéficier du traitement de leur maladie et aussi la plupart de ces fistuleuses ignorent qu'elles peuvent être traitées.